Elle avait la bague dans sa poche. Elle avait répété chaque mot, mais elle n'avait pas répété ce qu'elle ferait s'il savait déjà pourquoi elle venait. La calèche l'avait déposée au début de l'allée. Marianne Holloway a donc parcouru les derniers 400 mètres jusqu'à l'abbaye de Fenwick à pied. Elle ne voulait pas que le bruit des roues sur le gravier annonce son arrivée. Elle voulait arriver discrètement, dire ce qu'elle avait à dire, et repartir avant la tombée de la nuit. La bague pesait légèrement contre sa hanche. Elle était enveloppée dans un carré de lin uni. Elle la portait sur elle depuis 11 jours. Durant cette période, elle ne l'avait sortie que 2 fois, et à chaque fois, elle l'avait rangée sans la regarder longtemps. L'après-midi avait la couleur de l'étain. Une fine pluie était tombée ce matin-là, puis s'était arrêtée. Les haies de buis le long de l'allée gouttaient sans se presser. L'abbaye se dressait devant elle. Sa pierre couleur de miel était devenue grise sous les nuages. Elle y était entrée peut-être une 12aine de fois dans sa vie, et à chaque fois, elle était passée par la porte de service. C'était celle qu'utilisait le personnel, car c'était sa place à Fenwick. Pas une invitée, pas une fiancée, comme le disait le contrat, juste une paire de mains utiles et une belle écriture, engagée pour tenir en ordre la correspondance d'un grand homme. Par habitude, elle se dirigea vers la porte de service. Puis elle s'arrêta, fit demi-tour et marcha vers l'entrée principale. C'était la première chose qu'elle faisait différemment. C'était un petit détail. Mais elle avait décidé, en chemin, que si elle devait mettre fin à tout cela, elle le ferait en se présentant à l'entrée principale, pas en se faufilant par une porte dérobée. Elle souleva l'anneau de fer et le laissa retomber. 1 fois, 2 fois. Elle attendit que le son se propage dans la maison. Puis le silence lui revint en écho. Ce fut Madame Crew qui ouvrit la porte. Ada Crew était la gouvernante de Fenwick depuis 19 ans. C'était une femme carrée, posée, aux cheveux gris acier. Ses cheveux étaient si serrés qu'on aurait dit qu'ils étaient sculptés. Elle avait l'habitude de fixer les gens un instant de trop avant de parler. Elle regarda Marianne de cette manière précise. Quelque chose bougea dans son regard, une lueur que Marianne ne sut nommer. « Mademoiselle Holloway, dit-elle. Madame Crew, je suis venue voir le duc. Je ne le retiendrai pas longtemps. Il vous attend ?» Marianne s'était préparée à de nombreuses réponses, mais elle ne s'était pas préparée à celle-là. Ces mots la glacèrent comme de l'eau froide. « Il vous attend. » Elle n'avait prévenu personne de sa venue. Elle n'avait écrit aucune lettre, envoyé aucun message. Son plan, toute sa modeste architecture, reposait sur la surprise. Elle devait arriver avant que quiconque puisse préparer une scène ou un discours. Et voilà que la gouvernante lui tenait la porte grande ouverte, comme si Marianne était en retard. « Je pense qu'il y a une erreur, » dit Marianne. « Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'erreur. » Madame Crew recula pour la laisser passer. « Entrez. Ne restez pas dans le froid. On vous attend dans le bureau. » Ce que Marianne ignorait en franchissant le seuil, c'est que le duc de Fenwick avait appris 3 jours plus tôt qu'elle le quittait. Et il avait passé chaque heure depuis à essayer de découvrir pourquoi. Le hall absorba le bruit de ses pas. C'était une pièce magnifique, mais froide, tout en pierre pâle, avec un grand escalier qui montait vers l'ombre. Elle sentait légèrement la cire d'abeille et les lys. Quelqu'un les gardait dans un grand vase, même en cette saison, ce qui devait coûter cher. Elle l'avait traversé peut-être une 12aine de fois, et jamais elle n'avait senti qu'elle pourrait y avoir sa place. Mais elle remarqua vaguement que quelqu'un avait allumé un feu dans la petite cheminée près de l'escalier, ce qui n'était pas habituel, et que les lys étaient frais. Madame Crew la conduisit le long du corridor jusqu'au bureau. Elle frappa et ouvrit la porte sans attendre de réponse. Puis elle s'écarta, et Marianne entra. Derrière elle, elle entendit la porte se refermer. Et puis, très clairement dans le silence, le petit bruit net d'une clé tournant dans la serrure. Elle se retourna. Le duc de Fenwick se tenait près de la fenêtre, la clé à la main. Il portait une redingote vert-bouteille, un gilet anthracite et une cravate crème nouée sans aucune fioriture. Il avait fermé la porte à clé lui-même. Ce n'était pas un homme qui faisait les choses à moitié, et il n'avait pas demandé à Madame Crew de le faire pour lui. Tobias Wickford avait 34 ans. Il était brun, grand et mince. Il avait un visage que tout le comté s'accordait à trouver beau, mais aussi froid. Ses yeux gris orage ne laissaient rien paraître, et sa façon de se tenir immobile donnait aux autres l'impression de s'agiter. Il était son employeur au sens le plus strict, et son fiancé au sens le plus étrange, depuis 14 mois. Pendant tout ce temps, elle ne l'avait entendu rire qu'une seule fois.
C'était à cause de la remarque d'un enfant du village. Et elle l'avait vu se retenir, comme si rire était une faiblesse. « Vous avez fermé la porte à clé, dit-elle. En effet, je vous demande de l'ouvrir. » Sa voix était calme. « Je ne vous retiendrai pas contre votre volonté, mademoiselle Holloway. Vous avez ma parole, mais je vous demande un quart d'heure. Et j'ai fermé la porte à clé car sinon, je pense que vous partirez avant que j'aie fini ma première phrase. Asseyez-vous si vous le voulez ou restez debout. Mais écoutez-moi. » Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, le dos près de la porte. Sa main, presque inconsciemment, se posa sur l'endroit où la bague reposait dans sa poche. Le bureau était une longue pièce, tapissée de livres. Il y avait un grand bureau près de la fenêtre et 2 fauteuils près d'un feu doux. C'était la pièce la plus chaude qu'elle ait jamais connue à Fenwick. Sur le bureau, il y avait des papiers, beaucoup de papiers, plus qu'elle n'en avait jamais vu là. Ils étaient étalés, empilés, et maintenus par tout ce qui lui était tombé sous la main. « Vous avez dit qu'on m'attendait, dit-elle. Je n'ai prévenu personne de ma venue. Vous n'avez prévenu personne. » C'est vrai. Il posa délibérément la clé sur le bureau, bien en vue, comme pour dire « Elle est là. Vous pourrez la prendre quand vous le voudrez. » Mais il y a 3 jours, mon oncle est venu me voir. Il m'a informé, avec un grand air de regret, que vous aviez l'intention de rompre les fiançailles. Quittez mon service. Il a dit que vous lui aviez demandé de me le transmettre, car vous ne pouviez pas me le dire en face. Il marqua une pause. « Est-ce vrai? » « Non, dit-elle. Le mot lui échappa avant qu'elle ait pu le peser. « Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien dit. » Quelque chose changea sur son visage. C'était très léger. Mais elle avait passé 14 mois à déchiffrer ce visage de l'autre côté d'un bureau. Elle avait appris à lire ses moindres humeurs, car son travail en dépendait. Elle vit ce changement, sans savoir comment l'interpréter. « Alors nous avons tous les deux été manipulés, » dit-il doucement. « Asseyez-vous, mademoiselle Holloway. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas permis de savoir. » Elle ne s'assit pas, mais elle ne se dirigea pas non plus vers la porte. Pour comprendre pourquoi Marianne Holloway est venue à l'abbaye de Fenwick cet après-midi gris, avec une bague enveloppée de lin dans sa poche, il faut remonter 14 mois en arrière, à l'automne où la situation de son père a changé et où les certitudes de sa vie se sont doucement effondrées. Son père, Edmund Holloway, avait été l'intendant du vieux-duc, le père de Tobias, pendant près de 30 ans. C'était un homme prudent, honnête, doué pour les chiffres, et qui avait horreur du gaspillage. Et il avait élevé sa fille sur le domaine, dans la maison de l'intendant, à l'orée du parc. Elle avait grandi dans cette appartenance ambiguë de l'enfant d'un domestique de haut rang. À l'âge de 20 ans, c'est elle qui tenait ses registres pour lui, d'une main plus assurée que la sienne. Et elle s'attendait à ce que les choses continuent ainsi. Ce ne fut pas le cas. La santé du vieux duc déclina. Il se retira sur la côte sud pour prendre l'air. Ses affaires passèrent de plus en plus entre les mains de son jeune frère, Horace Pell. M. Pell décida que l'intendant était vieux, et qu'un homme plus jeune, de son choix, conviendrait mieux au nouvel ordre. Edmund Holloway fut donc remercié pour 30 ans de service et mis à la retraite dans une petite maison du comté voisin. Marianne avait pensé que c'était la fin de son lien avec Fenwick. Ce n'était pas le cas. Quelqu'un avait découvert que la fille de l'intendant écrivait d'une main plus claire que n'importe quel employé, et qu'elle comprenait la correspondance du domaine mieux que l'homme engagé pour la gérer. Un arrangement avait donc été proposé. Mademoiselle Holloway viendrait à l'abbaye 3 jours par semaine pour tenir la correspondance du duc, pour un modeste salaire. Elle avait accepté parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et pendant 1 an, elle avait mis de l'ordre dans le chaos des lettres du duc. Elle avait appris les affaires de Fenwick plus en profondeur que quiconque, à l'exception de son père. Les fiançailles étaient venues plus tard, et elles étaient venues comme une transaction. C'était la seule façon dont les choses se faisaient à Fenwick à cette époque. Le vieux duc avait laissé ses affaires dans un état confus. Une partie précieuse du domaine était liée à un vieil accord. Cet accord ne pouvait être réglé que si le duc actuel se mariait dans un certain délai, et avec une femme d'une certaine modeste condition. Les filles respectables du comté avaient été présentées et jugées insupportables. Et M. Pell, toujours pratique, avait observé qu'il y avait déjà une jeune femme convenable dans la maison, de bonne moralité et sans fortune, qui pourrait être épousée discrètement et ne ferait pas de problème. Tobias Wexford avait accepté comme un homme accepte une opération chirurgicale nécessaire. Marianne avait accepté,
car cela garantirait la pension de son père. Et parce qu'elle s'était dit qu'un mariage de convenance avec un homme froid n'était pas si différent de la demi-vie qu'elle menait déjà. Et au moins ce serait sûr. La bague avait été donnée par-dessus un bureau, sans plus de cérémonie que la remise d'un document. Une belle et vieille émeraude taille carrée, sur de l'or usé. Et Marianne la portait sur un ruban sous sa robe, car elle ne pouvait se résoudre à la porter là où le personnel la verrait. Et il y a 11 jours, le monde avait doucement basculé. Tout avait commencé par une lettre. Marianne triait la correspondance de la semaine quand elle tomba sur une lettre de la main de son père, adressée au duc. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Elle était datée de 4 mois plus tôt. C'était une lettre à laquelle, elle le savait, son père n'avait jamais reçu de réponse. Dans cette lettre, Edmund Holloway, entendant des rumeurs qui l'inquiétaient, avait écrit au jeune duc. Il voulait lui donner sa version de certaines irrégularités dans les comptes. Des irrégularités qui avaient commencé après son propre renvoi, et qu'il craignait, implicitement, qu'on lui impute. Son père avait attendu des mois, et il avait conclu, avec la résignation d'un vieux serviteur, que les grands ne prennent pas la peine de répondre aux petits. Mais là, classé au mauvais endroit, se trouvait une réponse de la main même du duc, ou du moins, une écriture très ressemblante. 3 lignes froides l'assurant que l'affaire était close et le congédiant pour de bon. Marianne était restée assise avec les 2 lettres sur ses genoux pendant un long moment. Et puis, discrètement, elle avait commencé à chercher. Les jours suivants, sans rien dire à personne, elle trouva d'autres choses. Une lettre par-ci, une note par-là, des sommes qui ne collaient pas. Et à travers tout cela, comme un fil qu'on ne peut ignorer une fois qu'on l'a vu, la trace d'argent se déplaçant là où il ne devrait pas. La trace d'un domaine discrètement saigné à blanc. Et le blâme, si quelqu'un venait à poser des questions, arrangé pour retomber sur un vieil intendant renvoyé. Un intendant qui n'était plus là pour se défendre. Alors elle avait décidé de partir. De rendre la bague, de rompre les fiançailles, de prendre son père et d'aller quelque part où Fenwick ne pourrait pas les atteindre. Elle n'était pas allée voir un magistrat, car elle n'avait aucune preuve valable, et aucune confiance qu'on croirait la fille d'un intendant contre un duc. Ce qu'elle n'avait pas fait, ce qu'elle avait eu trop peur de faire, c'était de vérifier sa propre conclusion. Elle avait supposé que la signature signifiait l'homme. Elle ne s'était pas demandé si une signature pouvait mentir. « Mon oncle vous a dit que je souhaitais partir », dit-elle maintenant dans le bureau fermé à clé. « Et je ne le lui ai jamais dit. Alors comment le savait-il ? C'est la question que je me pose depuis 3 jours, dit le duc. Il se dirigea vers le bureau et posa une main à plat sur les papiers étalés. Quand il m'a dit que vous partiez, je ne l'ai pas cru. Non pas parce que j'imaginais que vous étiez heureuse, mais je ne croyais pas que vous vous éclipseriez par l'intermédiaire de mon oncle, sans un mot. Car en 14 mois, je ne vous ai jamais connu lâche. Alors je lui ai demandé comment il le savait, et ses réponses ne m'ont pas satisfait. Il tourna l'un des papiers vers elle. C'était une lettre de sa propre main, sauf que ce n'était pas la sienne. Les boucles et les pentes étaient assez proches pour tromper au premier coup d'œil. Mais elle avait écrit 1 millier de lettres dans cette maison. Elle connaissait sa propre plume, et ce n'était pas elle. « Il m'a donné ceci », dit le duc. « Votre lettre, dit-il, lui demandant de transmettre vos souhaits. J'ai lu votre écriture chaque semaine pendant 1 an. J'ai su en 3 lignes que ce n'était pas vous qui l'aviez écrite. » Il leva les yeux vers elle, n'est-ce pas? « Non, non, acquiesça-t-il. Maintenant, regardez le bureau, mademoiselle Holloway. Vous connaissez cette correspondance mieux que moi depuis 1 an, et je vous ai laissé faire parce que c'était plus facile, et parce que j'ai fait confiance aux mauvais hommes pour surveiller le reste. Il y a 3 jours, j'ai commencé à tout décortiquer. Dites-moi ce que vous voyez. » Elle regarda alors le bureau, attentivement, et comprit ce qu'il avait fait. Il avait étalé tous les chevaux qu'elle avait discrètement retracés seule pendant 11 jours, et qu'il avait lui-même découvert frénétiquement depuis 3 jours, pendant qu'elle était chez elle, à envelopper une bague dans du lin. « Vous n'avez pas écrit la lettre froide à mon père, » dit-elle lentement. Ce n'était pas tout à fait une question. Quelque chose traversa son visage. « Votre père ?» Il prononça ce mot comme un homme qui trouve enfin ce qu'il cherchait. « Edmund Holloway m'a écrit il y a 4 mois. Une lettre prudente sur des irrégularités qu'il craignait qu'on lui impute. Je ne l'ai jamais vue avant il y a 3 jours, quand j'ai retourné cette pièce et l'ai trouvée dans un tiroir que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Et la réponse qui est partie sous mon nom, le congédiant, je ne l'ai jamais écrite. Votre père a servi mon père pendant 30 ans.
Sa voix s'était enrouée. Il la maîtrisa. C'est mon oncle qui l'a écrite. Il a écrit beaucoup de choses sous mon nom, pendant que je signais ce qu'on me mettait sous les yeux, et que je regardais le domaine le moins possible. Marianne se tenait très droite. La certitude qu'elle avait construite dans son esprit pendant 11 jours, la certitude froide qu'il était un voleur ou un imbécile, était en train de s'effondrer, et elle ne savait pas encore par quoi la remplacer. « Pourquoi ferait-il ça ?» demanda-t-elle. « Votre propre oncle ? Parce que le domaine vaut une fortune, dit le duc. Et depuis 2 ans, tout est passé entre ses mains. Et un homme qui manipule beaucoup d'argent pendant assez longtemps commence à sentir que cet argent lui est dû. Il en a pris, prudemment, pendant des années, et il a arrangé les choses pour que, si jamais c'était découvert, cela désigne d'abord un vieil intendant renvoyé pour incompétence. Et puis, si on insistait, moi, un duc négligent qui signait ce qu'on lui disait. Et quand vous êtes arrivé dans cette maison et que vous avez commencé à mettre la correspondance en ordre, un ordre où les choses ne pouvaient plus se perdre, vous êtes devenue dangereuse pour lui aussi. Il a proposé les fiançailles, dit-elle. La compréhension lui vint en même temps qu'elle parlait. Il l'a proposé lui-même. Il s'est assis dans cette pièce et m'a suggéré. En effet, la bouche du duc était une ligne dure. Je me suis demandé pourquoi un homme si prudent lirait une femme intelligente plus étroitement à la maison qu'il volait. Et je pense qu'il ne vous voyait pas comme intelligente. Il voyait la fille d'un intendant sans fortune, reconnaissante et docile, qui serait mariée et ne se soucierait jamais de comprendre ce qu'elle classait. Il pensait qu'un salaire et une bague feraient de vous sa chose. Content de signer sans regarder, il marqua une pause. Et quand il a vu que vous aviez trouvé la lettre de votre père, que vous lisiez et ne vous contentiez plus de classer, il a agi pour vous écarter avant que vous ne puissiez parler. Il a imité votre écriture. Il m'a dit que vous partiez. Il a tout arrangé pour que vous partiez discrètement et que l'on ne vous croie jamais. Car que vaut la parole d'une fille d'intendant éconduite contre un duc et son respectable oncle? La main de Marianne était devenue froide sur la bague dans sa poche. Il avait raison sur le fait que je partais, dit-elle. Je suis venue ici aujourd'hui pour rendre la bague. Je pensais que vous étiez le voleur. Elle se força à le dire parce que c'était vrai, et parce qu'elle en avait fini avec les petites malhonnêtetés de l'autoprotection. J'ai trouvé les lettres, j'ai lu votre signature, et j'y ai cru. Et j'ai décidé que je n'épouserais pas un homme qui laisserait mon père porter ses crimes. Je suis venu vous rendre la bague et emmener mon père loin d'ici. Elle s'attendait à ce qu'il soit en colère. Il ne le fut pas. Il la regarda un long moment, puis il fit quelque chose qu'elle ne l'avait pas vu faire en 14 mois. Il s'assit lourdement dans le fauteuil près du feu, comme un homme déposant un lourd fardeau, et il passa brièvement sa main sur ses yeux. « Bien sûr que vous l'avez fait, » dit-il. « Bien sûr que vous y avez cru. Les lettres le disent de ma propre main. Vous les avez lues plus attentivement que quiconque, et elles vous ont dit que j'étais un scélérat. Et vous avez fait la seule chose décente qu'il vous restait à faire. » Il baissa la main, et ses yeux gris, pour une fois, ne cachaient rien. « Et pourtant, vous n'êtes pas allé voir un magistrat, et vous ne vous êtes pas enfui dans la nuit. Vous avez frappé à la porte d'entrée, me dit Madame Crew, pas à celle de service. Et vous aviez l'intention de rendre la bague et de me le dire en face. La plupart des gens, croyant ce que vous croyez, se seraient enfuis. Vous êtes venu. » Marianne se rendit compte qu'elle ne pouvait pas parler tout de suite. « J'ai fermé la porte à clé, » continua-t-il plus doucement, « parce qu'il y a 3 jours, j'ai appris que la seule personne dans cette maison qui comprenait ce qui lui avait été fait était sur le point de disparaître. Et je savais que si vous franchissiez cette grille en croyant toujours que j'étais le voleur, je perdrais le seul témoin qui pouvait voir ce que je n'avais pas pu prouver seul. Je me suis dit que c'était pour ça. Le témoin? Il regarda le feu. Ce n'est pas la seule raison, mais je n'abuserai pas de ce moment en disant le reste. La clé est sur le bureau. Mais avant de la prendre, regardez ce que j'ai trouvé, et dites-moi si j'ai bien compris. À nous deux, je pense que nous avons assez pour le briser. Pendant un instant, le seul son fut celui du feu. Puis Marianne traversa la pièce, s'assit dans le second fauteuil, attira les papiers vers elle, pencha la tête sur eux, et commença, de la voix posée qu'il lui avait entendu utiliser de l'autre côté d'un bureau pendant 1 an, à lui dire ce qu'il avait bien compris et ce qu'il avait mal compris. Ils travaillèrent jusqu'à ce que la lumière baisse et que Madame Crew apporte des bougies sans qu'on le lui demande. C'était, à sa manière, l'heure la plus honnête que Marianne ait jamais passée avec lui.
Ils n'étaient plus employeurs et employés, ni tout à fait les fiancés étrangers qu'ils avaient été, mais deux personnes penchées sur un seul problème. Il avait la forme de l'affaire, la famille, les vieux accords, l'histoire des querelles. Elle en avait la preuve, le papier, les écritures, les dates. Et alors qu'il mettait tout côte à côte, le dossier contre Horace Pell devint une chose qu'il pouvait démontrer ligne par ligne, d'une manière que tout homme honnête pouvait suivre. « Ici », dit-elle vers la fin, en rapprochant deux lettres. « C'est celle-ci qui l'achève. Il a assez bien imité votre écriture pour tromper un magistrat qui ne la connaissait pas. Mais il a fait une erreur. Il pouvait imiter votre graphie. Il ne pouvait pas imiter votre orthographe. Vous écrivez le mot « tort » avec un « T », à l'ancienne, comme mon père l'enseignait à ses employés. Les lettres falsifiées l'écrivent avec un « D ». Chaque fois. Mettez une douzaine de lettres authentiques à côté d'une douzaine de fausses, et la ligne des T contre les D descend tout droit sur la page, comme une couture. Ce n'est pas ma parole contre la sienne, c'est sa propre plume contre elle-même. Le duc regarda la couture des T et des D qui couraient sur la page. Puis il la regarda, et il y avait quelque chose sur son visage qu'elle ne pouvait nommer, et qu'elle avait presque peur de nommer. « 1 an, dit-il. Vous êtes restée assise dans la pièce d'à côté pendant 1 an, et je vous ai laissé faire, et je n'ai jamais compris ce que j'avais. » Il secoua lentement la tête. « J'ai été le pire des imbéciles, mademoiselle Holloway. Pas celui qui fait le mal, celui qui laisse le mal se faire, parce que le regarder est inconfortable. Mon oncle comptait là-dessus. J'ai été très arrangeant pour lui. Vous vous êtes arrêté, dit-elle. Il y a 3 jours, vous vous êtes arrêté. On vous a dit quelque chose d'arrangeant, que je partais. Et au lieu de l'accepter, vous avez retourné votre propre maison pour savoir pourquoi. Ce n'est pas un imbécile. C'est un homme qui a attendu 14 mois de trop pour regarder correctement la femme dans la pièce d'à côté, dit-il, et qui ne s'est réveillé que lorsqu'elle était sur le point de disparaître. Il le dit simplement. Puis il sembla sentir qu'il en avait trop dit, et se retourna vers les papiers. Et elle le laissa faire, car son propre cœur faisait quelque chose d'inhabituel, et elle n'était pas prête à le regarder non plus. Le règlement de compte avec Horace Pell eut lieu 4 jours plus tard, pas dans une salle d'audience, mais à la longue table de la salle à manger de l'abbaye. Car le duc souhaitait que cela se fasse d'une manière que son oncle ne pourrait pas plus tard qualifier de malentendu privé entre gentilshommes. Il l'invita à dîner, et avec lui l'avocat de la famille, un vieil homme sec et précis, nommé M. Brass, et le magistrat local, Sir Henry, sous un prétexte de bon voisinage. Et il demanda à Mary Ann d'être présente, pas dans l'antichambre, pas comme une employée, mais à table, dans une robe d'un bleu profond et clair que Madame Crewe avait sortie de nulle part, avec la bague d'émeraude à sa main, enfin, là où tout le monde pouvait la voir. Horace Pell arriva dans sa redingote brun rouille et son gilet moutarde, expansif et serein. Un homme corpulent au large sourire facile qui avait passé 2 ans convaincu d'être la personne la plus intelligente de Fenwick. S'il fut surpris de voir Mary Ann à table, il le cacha bien, et elle comprit, en le regardant, qu'il croyait sincèrement que sa fausse lettre et son mensonge avaient fait leur travail, et qu'elle n'était là ce soir que comme un détail non encore réglé. Ils le laissèrent parler pendant la soupe. Le duc était silencieux, ce qui n'avait rien d'inhabituel chez lui, jusqu'à ce que la nappe soit retirée. Alors il dit, sans élever la voix, « Mon oncle, j'ai invité M. Brass et Sir Henry ici, pour une raison. Il y a une affaire dans les comptes du domaine que j'ai l'intention de clarifier ce soir. » Mary Ann vit le sourire facile apparaître sur le visage d'Horace Pell. « Mon garçon, dit-il chaleureusement, si tu t'es inquiété pour des chiffres, tu peux laisser ça de côté. Laisse-moi les affaires ennuyeuses. Il n'y a rien dans les comptes que je ne puisse justifier. J'en suis sûr, dit le duc. C'est bien là le problème. Et puis, calmement, sans emportement, le duc commença à exposer les faits. Il parla de sommes. Il parla de dates. Il plaça la confirmation sèche de M. Brace à côté de son propre récit, point par point. Et le sourire de M. Pell tint bon, car rien de tout cela ne le touchait encore directement. Car un homme intelligent peut toujours dire que c'est l'intendant qui l'a fait, l'intendant qui était commodément parti. Et quant à l'intendant, dit le duc, comme s'il lisait dans ses pensées, mon oncle vous dira, Sir Henry, que ces irrégularités remontent à M. Edmund Holloway, qui gérait le domaine avant lui et a été renvoyé pour cela. Il a des lettres à ce sujet. Mon oncle, vous avez ces lettres.
Vous m'en avez montré quelques-unes vous-même. En effet, dit Horace Pell, et ici enfin un filet de prudence entra dans sa voix. Et je suis désolé de le dire, Tobias, devant la fille de cet homme, mais la vérité doit éclater. Holloway était vieux, et ses méthodes étaient laxistes, et de l'argent s'est égaré sous sa direction. Ce n'est pas un plaisir pour moi de le dire. C'est alors que Mary Ann parla, pour la première fois depuis le début du repas. Elle ne se leva pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle avait appris il y a longtemps, en regardant son père traiter avec des locataires en colère, que le moyen le plus sûr d'être entendu est de rester calme quand tout le monde s'attend à des cris. Elle tira de côté de son assiette une mince chemise de papier qu'elle avait préparée elle-même, la posa sur la nappe et la tourna pour que le magistrat puisse voir. « Sir Henry, dit-elle, j'ai tenu la correspondance du duc pendant 1 an. Je connais chaque écriture qui est écrite à cette maison, et j'aimerais vous montrer quelque chose de simple. » Elle posa 2 lettres côte à côte. Cette lettre, renvoyant mon père, porte la signature du duc. Le duc vous dira qu'il ne l'a jamais écrite. Mais vous n'avez pas besoin de le croire sur parole. Regardez le mot ici. Tor. Il est orthographié avec un D. Maintenant, regardez ceci. Une lettre que le duc a écrite lui-même en ma présence au printemps dernier. Le même mot, orthographié avec un T, à l'ancienne, comme il l'écrit sans faute. L'orthographe d'un homme est plus fidèle que sa signature. Sir Henry. Un faussaire peut copier une écriture. Il la copie en tant que lui-même, avec ses propres habitudes en dessous, et elle le trahisse. Elle tourna les pages de la chemise, lettre après lettre, les authentiques dans une colonne, les fausses dans l'autre, et au centre, page après page, les T s'opposant aux D, dans une couture que personne ne pouvait confondre. Chaque lettre qui noircit mon père est écrite de la même main étrangère, dit-elle, et ce n'est pas celle du duc. Sir Henry, il vous suffit de demander à chaque gentilhomme à cette table d'écrire le mot Tor, ici, maintenant, sur une feuille blanche, et vous saurez en 1 minute quelle habitude correspond aux contrefaçons. Le silence dans la pièce était d'un genre que la maison n'avait jamais connu auparavant, total et vibrant. Le large sourire d'Horace Pell n'avait pas entièrement quitté son visage, mais il ne signifiait plus rien. Il regarda les colonnes de lettres. Il regarda le magistrat, qui attrapait lentement du papier et une plume. Ed Mary Ann assista à ce qu'elle avait lu dans les vieux récits de son père sur les méchants hommes déchus. Le moment où la compétence d'emprunt s'effondre. Quand un homme qui s'est appuyé pendant des années sur le travail et le silence des autres se les voit retirés d'un coup, et découvre qu'il ne se tient sur rien. C'est absurde, dit-il. C'est un tour d'employé. Une orthographe. Vous condamneriez le nom d'un homme sur une orthographe? Non, dit le duc doucement. Nous le condamnerions sur votre propre plume, écrite ce soir à cette table, devant un magistrat, à côté des contrefaçons. Il vous suffit d'écrire le mot, mon oncle. Si votre habitude ne correspond pas, vous n'avez rien à craindre. Horace Pell n'écrivit pas le mot. Il resta assis un long moment, les mains à plat sur la nappe. Puis il repoussa sa chaise, et toute son assurance fanfaronne avait disparu. Et ce qui restait en dessous était petit, froid et effrayé. Il en appela au sang, et au père du duc, et à la folie de faire confiance à la fille d'un intendant plutôt qu'à un oncle. Et chaque appel tomba dans le silence, et y mourut. Sir Henry, un homme lent et honnête, finit d'écrire le mot lui-même. Il le tint à côté de la contrefaçon et de la main authentique du duc. Puis il plia les 3 dans la poche de sa veste et dit, sur le ton d'un magistrat qui a pris sa décision, qu'il pensait préférable que M. Pell ne quitte pas le comté pour le moment. Ce qui suivit prit des mois, et la loi est lente, et il n'est pas nécessaire de tout détailler. Les comptes du domaine furent ouverts à M. Brass, qui trouva chaque sou que le duc et Mary Ann avaient tracé ensemble, et bien plus encore. Horace Pell n'alla pas en prison, parce que la famille, pour l'amour du vieux duc, ne porta pas plainte au criminel. Mais s'il fut dépouillé de toutes ses fonctions, et de chaque sou qu'il avait pris, obligé de tout rembourser, et envoyé vivre hors du comté dans l'obscurité. Ce qui, pour un homme qui avait aimé sa propre intelligence par-dessus tout, était une condamnation en soi. Et Edmund Holloway, le vieil intendant, reçut une lettre. Elle était écrite de la main du duc, avec l'ancienne orthographe, et elle disait clairement qu'un grave tort lui avait été fait au nom du duc, et sans que le duc le sache, que ses 30 ans de service avaient été payés par la calomnie, et que le duc en avait honte et lui demandait pardon. Elle offrait la restitution de son ancienne maison et de son ancienne place,
ou, s'il préférait le repos, une pension à l'abri du pouvoir de quiconque de la révoquer. Mary Ann apporta cette lettre à son père elle-même, et elle vit la blessure confuse de plusieurs mois s'effacer de son visage. Et cela, pensa-t-elle, valait plus que tout le reste. Elle n'accepta pas tout de suite d'épouser le duc. Cela surprit les gens, mais n'aurait surpris personne qui la comprenait. La clause qui avait déclenché toute l'affaire avait été discrètement réglée. Les avocats avaient trouvé un autre moyen, maintenant que le domaine était géré honnêtement. Il n'y avait donc plus besoin d'un mariage hâtif. Et Mary Ann dit clairement au duc qu'elle ne l'épouserait pas pour régler un accord, ni par gratitude, ni parce qu'ils avaient été réunis par une pile de lettres falsifiées. Et que s'il le souhaitait toujours, il devait le souhaiter pour lui-même, et attendre, et la laisser être sûre. Il ne discuta pas. Il dit seulement qu'il avait attendu 14 mois pour voir ce qu'il y avait dans la pièce d'à côté, et qu'il pouvait attendre aussi longtemps de nouveau, et qu'il préférait l'avoir enfin librement plutôt que tout de suite à d'autres conditions. Alors, ils se courtisèrent ce printemps et cet été, de la manière lente et honnête qui ne leur avait jamais été permise auparavant. Il lui faisait la lecture dans le bureau chaleureux, près du feu. Elle se promenait dans le parc avec lui et lui montrait les coins de son propre domaine qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Ils travaillaient encore ensemble parce qu'elle était meilleure à cela que n'importe quel homme qu'il pourrait engager. Et quelque part, au cours de ces mois, la chose qui n'avait pas de nom dans le bureau fermé à clé en acquit un, discrètement. De la même manière que les pièces chaudes d'une maison froide se réchauffent peu à peu, jusqu'à ce qu'un jour le froid ait disparu. Ce fut Mary Ann qui décida à la fin. C'était comme il se devait. Ils étaient dans le bureau un soir au début de l'automne, 1 an presque jour pour jour, depuis qu'elle était venue pour la première fois trier ses lettres. Il avait lu à haute voix et s'était arrêté. Le feu était bas, et elle était assise dans le second fauteuil, qui était devenu, sans que personne ne le décide, son fauteuil. Et elle retira la bague d'émeraude de son doigt, où elle la portait de nouveau depuis quelques semaines, et la tint dans sa paume. « Je suis venue ici une fois pour vous rendre ceci, dit-elle. Je me souviens. Je l'avais dans ma poche, enveloppé dans du lin pour ne pas déchirer la doublure. J'avais répété tout ce que je voulais dire. » Elle referma sa main dessus. « Je n'avais pas répété quoi faire si vous saviez déjà pourquoi j'étais venu. Vous avez gâché tout mon discours. J'ai fermé la porte à clé, dit-il. C'était impardonnable, en effet. Elle se leva, s'approcha de son fauteuil et se tint devant lui. Il leva vers elle ses yeux gris qui ne lui cachaient plus rien. « Je vous la rends maintenant, dit-elle, et elle mit la bague dans sa main, pour que vous puissiez me la donner correctement cette fois. Pas par-dessus un bureau, pas pour régler une clause. Demandez-moi, Tobias. » Il se leva. Il prit sa main, la bague petite et chaude entre leurs 2 paumes, et il lui demanda simplement, de la manière directe qu'il avait quand il parlait enfin, sans fioriture, sans clause, et sans rien emprunter à personne. Et elle dit oui et le pensait librement. C'était la seule façon dont elle avait jamais voulu le penser. Ce fut elle qui l'embrassa alors, parce qu'elle avait décidé de tout le reste qui comptait ce jour-là, et ne voyait aucune raison de lui laisser cela non plus. Et le froid duc de Fenwick, dont le comté s'accordait à dire qu'il n'avait ri qu'une seule fois de mémoire d'homme, fut entendu par une Madame Crew surprise, passant dans le couloir, rire une seconde fois, doucement, derrière la porte du bureau qui n'était pas, cette fois, fermée à clé. Ils se marièrent à l'automne dans la petite église du domaine. Son père la conduisit à l'autel dans un manteau que le duc avait discrètement fait faire pour lui. Et Madame Crew pleurait dans un carré de lin au second rang. Et la moitié du village était dans le cimetière après pour leur souhaiter bonne chance. Parce que la fille de l'intendant avait grandi parmi eux. La bague d'émeraude était à sa main, à la vue de tous. 1 an plus tard, par un après-midi gris, très semblable à celui où elle avait remonté l'allée à pied pour la première fois, Marianne se tenait à la haute fenêtre du bureau. La correspondance du domaine était en bon ordre sur le bureau derrière elle, chaque lettre classée là où on pouvait la trouver. Elle regarda son mari remonter l'allée depuis la maison de l'intendant, à l'orée du parc, où il venait de passer 1 heure avec son père. Il la vit à la fenêtre et leva la main. Elle leva la sienne, la bague captant le peu de lumière qu'il y avait. Elle pensait parfois à la femme qui avait remonté cette allée avec une bague enveloppée de lin, un discours répété et la froide certitude qu'elle avait tout compris. Elle avait été si sûre. Elle avait lu la signature et cru l'homme. Et elle avait failli faire demi-tour à la grille et partir, emportant sa preuve avec elle.
et laissé le vrai voleur garder la maison. Mais elle ne s'était pas enfuie. Elle avait frappé à la porte d'entrée. C'est cela, en fin de compte, qui les avait sauvés tous les deux. Pas son intelligence, bien qu'elle ait été intelligente. Pas les T et les D, bien qu'ils aient conclu l'affaire. Simplement cela. Croyant le pire, elle était venue le lui dire en face, et avait laissé la porte fermée à clé, la retenir dans la pièce assez longtemps, pour apprendre qu'elle s'était trompée. La pluie recommença à tomber légèrement sur le gravier. Tobias accéléra le pas vers la maison, vers le bureau chaud et éclairé, et la femme à la fenêtre, et Marianne alla à sa rencontre à la porte d'entrée, qui était ouverte, et qui, dans cette maison, dans ce mariage, n'eut plus jamais besoin d'être fermée à clé.